Monsieur, Mesdames, bonsoir. Comme vous le savez déjà, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, prend part à la cérémonie d'investiture du nouveau président malien Ibrahima Boubacar Keïta. À son arrivée à Bamako, le président de la République et sa délégation ont été accueillis par le président Ibeka. Investiture ce matin du nouveau président malien Ibrahima Boubacar Keïta, plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette cérémonie qui s'est déroulée au stade du 26 mars de Bamako. Michel Lachkar. Ambiance des grands jours à Bamako pour la cérémonie d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris place jeudi dans la tribune d'honneur du stade du 26 mars. Pour le nouveau président malien, cette fête consacre le retour du pays à la paix, à la légalité démocratique et à la bonne gouvernance. Je renouvelle ici mon serment de lutter de toutes mes forces contre la malgouvernance, la prédation de nos maigres ressources et la honteuse et criminelle corruption. Chaque centime peut améliorer l'accès à l'école, aux centres de santé et aux routes pour de multitudes de Maliennes et de Maliens qui ne demandent rien d'autre que de vivre en paix. Un événement rendu possible grâce à la solidarité des alliés africains et de la France, invités de marque de cette investiture. Une forme de remerciement pour tous ceux qui ont permis au Mali d'échapper au naufrage. François Hollande a salué l'action de l'ancien président de la transition, Diankounda Traoré. La France est fière d'avoir contribué à cette victoire. La France, elle a répondu à l'appel de Diankounda Traoré que je veux saluer, car s'il ne nous avait pas demandé secours, s'il n'y avait pas eu une autorité légitime pour appeler la France au nom des Nations Unies avec les Africains, aujourd'hui, ce seraient les terroristes qui seraient là, ici, à Bamako. Une fête populaire également. La journée avait été déclarée chômée et payée par le nouveau gouvernement. Une fête de la paix et de la démocratie retrouvée. Ouvert le 16 septembre dernier, les travaux de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2013 du Conseil économique, social et culturel se poursuivent activement au Palais des Congrès. Ainsi, après examen des textes, les conseillers ont procédé à l'adoption du règlement intérieur de l'institution et ont entendu des comptes rendus des différentes missions effectuées en Afrique et en Europe. Le point des travaux avec le conseiller Sadou Ba. Nous avons adopté un ordre du jour et c'est cet ordre du jour que nous sommes en train de décliner. Nous sommes au 3e jour. Nous avons, entre autres, déjà passé en revue le projet de règlement intérieur. Vous savez, le règlement intérieur, c'est la base même, c'est le fondement de tout travail qui doit être organisé au sein de cette institution. Nous avons, pendant ces 3 jours, eu à débattre de ce règlement intérieur. Ça a suscité des débats houleux parfois, mais c'était très intéressant parce que nous sommes en démocratie et on ne peut pas faire digérer ou ingurgiter, n'est-ce pas, un document à 95 conseillers comme ça de manière autoritaire ou j'allais dire de manière en tout cas non démocratique. Tout un chacun a eu à se prononcer sur ce règlement intérieur et il vient d'être adopté avec beaucoup d'amendements utiles. Nous avons également examiné et écouté, j'allais dire, un certain nombre de comptes rendus de missions extérieures que le CESOG, à travers certains de ses responsables, a eu à entreprendre à l'extérieur du Niger pour faire connaître le CESOG nigérien, pour analyser, étudier, initier des partenariats avec des CESOG des autres pays, de manière à ouvrir le Niger davantage. Le CESOG, en tant qu'assemblée consultative, est aussi un autre type de diplomatie pour le Niger. Donc nous avons écouté des missions qui ont été effectuées en France, à Paris, en Grèce à Athènes, en Algérie à Alger et à Cotonou tout près au Bénin.
Ces différentes missions nous ont fait un compte rendu qui était vraiment, j'allais dire, très enrichissant pour les uns et pour les autres. Et nous pensons que le CESOG doit poursuivre ce genre de diplomatie pour pouvoir conquérir d'autres horizons, pour faire connaître le Niger à travers son Conseil économique, social et culturel. Le président de la section du MNSD Nassara de Zender a réagi ce matin par rapport à la déclaration rendue publique dimanche dernier par le bureau politique national du dit parti. Alma Oumarou a appelé les membres du parti politique MNSD Nassara à la sérénité et à un dialogue sain et équitable. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Cette déclaration m'a beaucoup affligé et déçu. Affligé et déçu parce que tout militant du MNSD, en tout cas MNSD fondamental, MNSD de départ, ne se reconnaîtrait pas dans cette déclaration. Je crois que le MNSD est un parti qui a toujours volé haut, et très haut, et qui a cherché toujours à rassembler ses militantes et ses militants. De ce fait, jamais le MNSD n'a rassemblé autant de médias, rien que pour s'en prendre à ses militantes et à ses militantes. Je crois qu'un parti, n'importe lequel, et à fortiori le MNSD, qui est un des plus grands du Niger, se doit plutôt, s'il y a des problèmes qui s'opposent, chercher à recoller les morceaux cassés, non pas à distendre tout le jour les relations. Je crois que l'objectif poursuivi est affligeant dans la méthode. Parce qu'un parti comme le MNSD, dire qu'il a pris une décision souverainement et qu'il peut la remettre à tout instant en cause, cela relève de l'inconséquence et de l'irresponsabilité. Un parti qui prend sa décision, ça veut dire qu'il l'a mûri. Il l'a mûri. D'autant plus que la décision a été prise le 25 juillet 2013 à l'unanimité des membres du bureau politique. Une seule voix était discordante, mais elle-ci était rangée. Donc j'ai dit à l'unanimité. Dès lors, et devant tous les grands témoins du parti, notamment le président d'honneur du parti, l'ancien premier ministre Mahaman Oumarou, et la salle était pleine à craquer. Jamais, même pendant les périodes de congrès, nous n'avons enregistré autant de participants. J'invite le président à un débat serein pour que nous nous expliquions vis-à-vis de nos militantes et de nos militants et de la nation nigérienne. Oui, Alma Oumarou, que vous retrouverez en partie magazine de cette édition. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a entamé hier sa mission de suivi de la campagne agricole 2013-2014 dans la région de Tillabéri. Première étape, les départements de Baleyara et Kolo. Zakari Maman, Jebonouhou pour les détails. Le département de Baleyara, qui a constitué la première étape de la mission de suivi de la campagne agricole dans la région de Tillabéri, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, compte 141 villages et hameaux agricoles. Le ministre d'État Abdoulabo, en compagnie du préfet du département de Baleyara, Kadri Yakouba, au nom du gouverneur empêché, des autorités communales et des cadres de son département ministériel, ont d'abord marqué un arrêt au village de Gagarzagaran avant de poursuivre la visite au niveau des autres zones de toute la bande touchée par les inondations en vue de constater l'ampleur des dégâts. Selon les explications fournies au ministre Abdoulabo par les producteurs, ces dégâts se résument à plusieurs champs de culture et jardins de manioc inondés. L'on estime ces dégâts à environ 800 hectares de champs et jardins de 24 villages, soit 2114 ménages concernés. Le ministre d'État en charge de l'agriculture a exprimé toute la compassion du gouvernement à ses producteurs face à ces situations et leur demande de ne point se décourager. Abdoulabo a par la même occasion instruit les services de l'agriculture et en rapport avec la population de concevoir un dossier afin de permettre la production du maïs associé au niébé ou le maïs seul sur toute la bande concernée, et cela au fur et à mesure que l'eau se retire. Les superficies emblavées dans le département de Baleyara pour la campagne en cours à 1000 sorgho est de l'ordre de 163 299 hectares. Présentement, le stade dominant pour le mil et les piaisons-floraisons observés à 50% dans tout le département. Quant au sorgho, le stade dominant et également les piaisons-floraisons mais observés à 80% dans tout le département, sauf dans les zones inondées. La situation phytosanitaire est calme sur l'ensemble du département.
à Hamdalaï, dans le département de Kolo, l'étape suivante. Donc, la mission ministérielle a visité un site de culture d'arachide, de sorgho et de niébé dans une vallée exploitée par environ 400 femmes issues de 2 villages sur une superficie de 350 hectares. Selon la population, ce site a été victime d'inondations, ce qui a fait détruire une grande partie des cultures. Comme solution pour permettre à ces producteurs de poursuivre la production, il est envisagé la pratique de la culture irriguée. Instruction a été donnée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, aux services concernés afin d'y réfléchir pour que cela soit. Et c'est par la visite du centre sémencier de Hamdalaï non opérationnel que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a bouclé ses visites à Hamdalaï. Là, il s'est agi d'aller constater l'état du centre en vue de sa réhabilitation sur proposition de l'honorable chef de canton de Hamdalaï et des autorités communales au regard de l'importance de son rôle quant à la multiplication des semences profitables à la population. Le ministre Abdoulabo, après la visite du centre, a demandé à ce que dispositions idoines soient prises et proposer un dossier de réhabilitation de ce centre. Il en est de même pour ce qui est du traitement des bassins versants qui constituent la principale cause des inondations. Une réunion de synthèse tenue à Louga a sanctionné la fin de la mission de suivi et de préévaluation de la campagne agricole conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabo. Il ressort de cette synthèse que la campagne agricole dans la région de Dosso sera bonne à 87%. Ali Hachimou Mourou Abdou. En route pour Louga, la délégation ministérielle conduite par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture Abdoulabo, s'est arrêtée au village de Koutoufani dans la commune rurale de Moko, où les cultures de mil de sorgho n'ont pas bien donné, tout comme d'ailleurs le village de Kaladei dans la commune rurale de Sokordine. Sur place, les membres de la mission ont d'abord écouté les producteurs puis proposé des solutions, surtout des mesures d'atténuation comme la culture irriguée, la mise en place des vivres à prix modéré et l'exécution des travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour aider les populations. Dans la cité de Goubey, c'est une réunion de synthèse que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a présidée devant les autorités administratives, coutumières, municipales, cadres techniques régionaux et départementaux, ainsi que des responsables des projets et ONG qui interviennent dans la région. Après les mots introductifs du préfet de Louga, Mourou Hassan, et le secrétaire général adjoint de la région de Dosso, Nafi Mamadou, sur le déroulement de la présente campagne agricole à Dosso, le directeur régional de l'agriculture de Dosso a pris la parole pour faire un exposé sur l'évolution et le suivi de cette présente campagne qui se caractérise comme suit. Installation précoce depuis avril, observance des périodes de sécheresse, conséquences, plusieurs ressemis et bouclage des semis en juin. Deux phénomènes exceptionnels observés, des inondations dans 166 villages affectant du coup 5289 hectares, et puis la sécheresse. Placement des semences et intrants agricoles et dispositifs d'encadrement nettement améliorés, comparativement à 2011 et 2012. Présentement, la situation phytosanitaire est calme et les stades phénologiques des cultures sont dans de bonnes conditions. Au vu de toutes les observations faites sur le terrain, cette année, la campagne agricole dans la région de Dosso a-t-elle conclu et promoteuse. Si toutefois les pluies se prolongent jusqu'au 30 septembre 2013, la campagne agricole sera bonne à 97% et médiocre à 3%. Cependant, quelques 529 villages totalisant 545 357 habitants sont déclarés à risque et seront suivis de près par les services agricoles de la région. En tirant les conclusions de cette mission de pré-évaluation des campagnes agricoles, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a d'abord apprécié l'initiative du Conseil régional de Dosso avec l'appui de la coopération luxembourgeoise qui compte au cours de cette année 2013 injecter une enveloppe estimée à plus de 1,7 milliard de francs CFA pour accompagner les producteurs de la région de Dosso dans la petite irrigation et d'autres activités de développement. Le ministre d'État Abdoulabo a également fait une proposition très sage aux maires de 43 communes de Dosso d'inscrire dans leur budget 2014, surtout dans la rubrique Action sociale, l'achat des engrais, car la plupart où les céréales n'ont pas bien donné, cela est dû à la pauvreté du sol. Cérémonie de décoration cet après-midi du consul général du Burkina Faso en fin de mission dans notre pays. Gansoré Lazare a été fait chevalier de l'ordre du mérite du Niger. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. L'Office de radiodiffusion et télévision du Niger a reçu ce matin la visite du ministre de la Communication et des Relations avec les institutions
Yahouza Sadissou a visité les différents services de l'office avant de s'entretenir avec les responsables. Issa Keïssa, Mamoudou Idrissa Ousmane. Il faut dire que le ministre de la Communication, Sadissou Yahouza, était accompagné au cours de cette visite par le directeur général de l'ORTN, Loïc Crespin, et ses collaborateurs. Du centre de diffusion PK5 de Niamey en passant par la Voix du Sahel et enfin la maison de la télévision nationale, le ministre a rencontré le personnel pour échanger sur les problèmes et difficultés de fonctionnement des différents services de l'ORTN. En somme, le constat est satisfaisant. L'Office national de radiodiffusion et de télévision du Niger est en pleine rénovation. Depuis 2 ans, les conditions de travail des agents s'améliorent davantage. La direction générale, il faudrait le dire, a apporté beaucoup de changements. Quant au ministre de la Communication, il envisage d'apporter pour sa part une nouvelle touche au contenu des programmes de la télévision nationale. Je pense qu'entre professionnels, nous devons nous asseoir et trouver un moyen pour rendre nos éditions d'information plus instructives, plus constructives. Un autre aspect sur lequel je vais beaucoup axer, en tout cas mon passage au niveau de ce ministère-là, il faut donner beaucoup plus de crédibilité à nos langues nationales. Nous avons tendance à privilégier le français. C'est vrai, le français, c'est la langue officielle, mais nos langues nationales doivent être valorisées parce que l'écrasante majorité de la population nigérienne comprend mieux les langues nationales. Et c'est pourquoi d'ailleurs, dans un bref délai, nous allons nous asseoir pour créer un moyen de revoir le JDR, le journal de région. Il va falloir que ce journal-là soit repensé. Il faut le faire absolument dans nos langues nationales parce que je pense que c'est comme ça que nous aurons rendu service au peuple nigérien. Par ailleurs, le ministre a déploré un certain nombre d'aspects liés au traitement de l'information et sa diffusion. Il a invité de ces faits les journalistes à plus de rigueur dans le travail. Quant aux questions de formation et de recyclage des agents, ou encore l'augmentation de l'effectif, ou encore la couverture effective de l'ensemble du territoire par la télévision nationale, le ministre promet d'apporter des solutions. Cependant, il aura besoin du soutien de tous pour relever ces défis. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Asman Abdou, il a visité ce matin le campus de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Objectif, s'inquérir des conditions de prise en charge des étudiants par le Centre national des œuvres universitaires. Guy Mathieu Théa, Mahmoud Adam. Le ministre Asman Abdou, en compagnie de ses proches collaborateurs, a visité les différents chantiers de logement des étudiants en construction ou en finition. Selon le directeur du Centre national des œuvres universitaires CENU, le campus a un véritable problème de faible capacité d'accueil à tous les niveaux, d'où la nécessité de réfléchir sur l'éventualité de la construction d'un deuxième campus universitaire. Lors de la rencontre avec le ministre de l'Enseignement supérieur, le secrétaire général de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey a pris la parole pour évoquer des doléances, notamment la question de la bourse et de l'aide sociale. Le ministre de l'Enseignement supérieur a pris bonne note de ces doléances avant de souhaiter une collaboration sincère et fructueuse avec les étudiants. Depuis notre prise de service, en réalité, nous avons fait de la vie sociale des étudiants une préoccupation majeure. Les premières des choses que nous avons eu à faire, c'est de demander d'abord les situations en urgence. Et c'est en ce moment-là que nous avons compris qu'il y a une partie de l'aide sociale qui n'a pas été payée. Jusqu'à ce matin, je crois qu'on était à notre presque 4e round avec la NAB pour tenter de trouver une voie de sortie heureuse. Et je crois très bien, incessamment, c'est une chose qui va être derrière nous, Inch'Allah. L'objectif que nous avons assigné à cette émission-là, pour ce matin, c'est de voir de visu dans quelles conditions vous vivez et dans quelles conditions vous mangez. On a vu, avec toute l'équipe technique qui est derrière moi, vous allez nous permettre de faire le point. Le camarade de l'UNUN, il est conscient qu'on a mis en place, c'est-à-dire un comité qui va permettre de suivre, c'est-à-dire jusqu'à l'aboutissement, c'est-à-dire tout ce qui est en cours, que ce soit, c'est-à-dire au niveau des travaux, des infrastructures, c'est-à-dire de logement, ou bien des travaux au niveau des amphithéâtres. Ça, c'est quelque chose au moins qu'on peut vous rassurer. Nous avons déclaré l'année 2014, au moins une année de l'éducation. Et
2014, une année de l'éducation suppose quoi? Suppose la mise dans les conditions les meilleures des étudiants et au niveau de la restauration et au niveau de l'hébergement. Et nous comptons réellement le réaliser. Un bâtiment de 2 niveaux de 150 chambres, soit 300 lits, est en cours de finalisation et un autre chantier de logement de 100 lits est en construction. La construction de ces bâtiments par l'État vise à améliorer les conditions de logement des étudiants au campus universitaire de Niamey. Sur le même registre, les ministres en charge de l'éducation nationale et de la formation ont initié depuis hier une série de rencontres avec les acteurs de l'éducation pour l'instauration d'un véritable dialogue social dans le secteur éducatif. Après le CEPRAS, les échanges se sont poursuivis avec les membres de la Fédération unitaire des syndicats de l'enseignement du Niger, FUSEN. Askou Jibril Lemintari Madiko. Les ministres en charge de l'éducation et de la formation ont rencontré la Fédération unitaire des syndicats de l'enseignement du Niger, FUSEN. Au cours de cette rencontre, les ministres en charge de l'éducation et de la formation ont échangé et partagé avec les partenaires sociaux du secteur sur des préoccupations relatives à la situation scolaire. Au nom des ministres en charge de l'éducation, Mme Ali Mariam Ibrahim a tenu à rappeler les différents points du protocole d'accord qui ont été satisfaits grâce aux efforts du gouvernement. L'augmentation, le rehaussement des primes de suggestion, de l'octroi des primes de transport, du paiement effectif des rappels des salaires des enseignants contractuels nouvellement engagés, de l'intégration effective des enseignants, de 3 900 enseignants à la fonction publique, du règlement de la question du spécial A, de la mise en œuvre du protocole d'accord entre le SNEN et le gouvernement, les membres du SNEN ont exprimé leur satisfaction quant à la volonté des ministres en charge de l'éducation de poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux. Je voudrais remercier les ministres en charge de l'éducation pour cette initiative qu'ils ont prise à la veille de l'entrée scolaire et qui consiste à échanger sur des préoccupations qui peuvent ouvrir la voie, en tout cas, d'un dialogue permanent entre notre fédération et le gouvernement. Cette initiative des ministres en charge de l'éducation vise à créer en ce début d'année non seulement la stabilité dans le secteur, mais aussi et surtout de trouver des réponses consensuelles aux préoccupations des partenaires sociaux. Les rideaux sont tombés hier à Ottawa sur les travaux de la 6e réunion annuelle des cadres des ministères en charge de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'environnement, édition 2013. C'est le ministre en charge de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, Ada Chihou, qui a présidé la cérémonie de clôture des travaux. Hawa Mamoudou, Laodissine. Il faudrait tout de suite se rappeler que l'enjeu majeur de cette rencontre était de faire le point de la mise en œuvre des plans d'action des deux ministères, à savoir l'environnement et l'hydraulique, dans le cadre de l'ambitieux et pertinent programme de son Excellence El Hadji Mahamadou Issoufou, président de la République, chef de l'État, conformément à la déclaration de la politique générale de son Excellence Brigitte Raffini, Premier ministre chef du gouvernement. Durant 3 jours, les participants à cette importante rencontre ont passé en revue les principales réalisations obtenues et les perspectives d'avenir dans les deux secteurs qui font partie des axes majeurs pour le développement, à savoir l'eau potable pour tous, à travers la réhabilitation et la construction des ouvrages hydrauliques urbains, ruraux et pastoraux, et la sécurité alimentaire à travers l'initiative 3N. C'est pourquoi, en clôturant les travaux, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Adamou Chifou, dira que les différentes préoccupations qu'ils ont soulevées au cours de leur débat relatifs à la gestion des déchets et liquides est plus que nécessaire. Les différentes préoccupations que vous avez soulevées au cours de vos débats relatives à la gestion des déchets solides et liquides
corrobore bien la pertinence de la création des 2 départements ministériels en charge de la salubrité urbaine et de l'assainissement. Au demeurant, je profite de cette occasion pour vous inviter à bien cerner la volonté des plus hautes autorités de ce pays dans la lutte contre les déchets et pollutions de tout genre qui constituent aujourd'hui un fléau dont les conséquences sont néfastes sur l'économie nationale, la santé des populations et leurs cheptels. Du reste, le droit à un environnement sain est inscrit en lettres d'or dans la Constitution du 25 novembre 2010. Notons aussi qu'à la fin, les participants ont rendu des recommandations liées ici par une participante. 1. L'adaptation des attributions en vue de permettre au ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement de remplir convenablement leurs missions. 2. La mise en place d'un système de gestion moderne des ressources humaines et un meilleur suivi de la carrière du personnel des 2 sous-secteurs. 3. La spécialisation des cadres des sous-secteurs de l'environnement et de l'hydraulique. 4. L'ouverture d'un département de formation des adjoints techniques en hydraulique et en génie civil dans une des écoles professionnelles. En marge des manifestations de l'édition 2013 de la cure salée tenue à Ingel, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a rencontré les professionnels du secteur pour échanger sur leurs conditions de travail. Malika Abdraman, Khadija Tassan. Dans le cadre des manifestations de la cure salée tenue à Ingel, le ministère du Tourisme et de l'Artisanat, qui occupe la vice-présidence au niveau du comité d'organisation, a mobilisé l'ensemble des professionnels du secteur de l'artisanat pour la bonne réussite de la manifestation. Des professionnels qui, de par leur talent, ont impressionné les visiteurs à travers l'exposition des divers articles. En rencontrant ainsi les acteurs intervenant dans le domaine, la ministre en charge de l'artisanat a tenu à les encourager pour qu'ils œuvrent davantage pour le rayonnement du secteur. À l'époque, effectivement, c'était une fête d'éleveurs. Mais aujourd'hui, au fil du temps, vous avez vu, ça fait plus de 20 ans maintenant, ça a pris une autre tournure. Nous avons beaucoup plus le tourisme, nous avons beaucoup plus l'artisanat qui prédomine cette fête. Vous avez vu les éleveurs qui sont venus, on n'a pas autant d'éleveurs comme les autres années passées. C'est beaucoup plus la culture, c'est beaucoup plus le tourisme, c'est beaucoup plus l'artisanat. Et nous avons des pays voisins, nous avons 4-5 pays qui sont là, nous avons l'Algérie, nous avons la Russie qui est venue aussi, des touristes russes qui sont là, nous avons le Mali, nous avons le Nigeria. Donc nous avons pu vraiment organiser cette édition grâce aux plus hautes autorités de ce pays qui prônent donc la stabilité, qui ont fait de leur cheval de bataille la sécurisation des personnes et des biens. Nous avons organisé plusieurs éditions, nous n'avons aucun problème. Ce sont des activités transversales. Au niveau de la cure salée, nous assurons la vice-présidence. Vous avez vu la mission qui s'est déplacée du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. La mission a été conduite par le secrétaire général du ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Mais au niveau de la commission nationale, nous assurons la vice-présidence. Au niveau de la région aussi, le directeur régional il est là avec nous. Il est aussi dans le bureau régional. Donc vraiment, il n'y a pas de problème. Nous avons participé, nous avons organisé la cure salée au même titre que les autres ministères. Madame Yahya Baré Hawa Abdou, qui s'est beaucoup réjouie du bon déroulement de la manifestation, a exhorté les professionnels de l'artisanat à plus de créativité pour que l'artisanat nigérien puisse se développer davantage et servir de véritable instrument de lutte contre la pauvreté dans notre pays. Proposer un cadre stratégique global de développement des échanges commerciaux du Niger pour une meilleure exploitation des opportunités qu'offre le Nigeria, c'est l'objectif d'un atelier initié par l'unité de mise en œuvre du cadre intégré et renforcé. Cet atelier permettra ainsi de valider l'étude menée dans ce cadre. Hamani Seni Soumaila Ibrahim. Le présent atelier est la résultante d'une étude diagnostique pour l'intégration du commerce ayant identifié comme activité prioritaire la réalisation d'une étude dont c'est la validation aujourd'hui sur le commerce entre le Niger et le Nigeria. Fort opportunément, cette étude s'aligne à la politique nationale en matière de commerce. L'objectif général assigné à cette
étude importante est de proposer un cadre stratégique global de développement des échanges commerciaux du Niger pour une meilleure exploitation des opportunités qu'offre le Nigeria, et ce, conformément à la déclaration de politique générale de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Brigitte Raffini, qui stipule, et je cite, qu'en matière de commerce extérieur, le gouvernement va prendre les mesures nécessaires pour promouvoir les exportations, notamment des produits agro-pastoraux. À cet effet, les potentialités et les opportunités liées à notre appartenance aux organisations sous-régionales seront mises à profit en mettant particulièrement l'accent sur l'amélioration de la qualité et le respect des exigences du marché international. À cet effet, le Nigeria et le Niger bénéficient de l'engagement et de la disponibilité de leurs chefs d'État respectifs. Lors de la tenue en octobre 2012 à Niamey de la haute autorité de la Commission mixte nigéro-nigérienne de coopération, leurs excellences, M. Goodluck Elebe Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, et Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, ont réaffirmé leur engagement et leur disponibilité à ne ménager aucun effort pour consolider davantage les relations entre les deux pays frères, à savoir le Niger et le Nigeria. Il est bon à savoir que le Niger et le Nigeria, c'est plus de 1500 km de frontières communes, donc d'échanges économiques et commerciaux. C'est aussi environ 43 ans de coopération, notamment à travers la commission mixte nigéro-nigériane de coopération. Mais surtout, selon les statistiques, le Nigeria constitue le premier partenaire du Niger en matière d'échange en Afrique et le deuxième après la France au plan mondial. La 14e Assemblée générale du comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest, c'est ce jeudi à Niamey. Cette réunion qui se déroule en présence de la présidente de la commission de la CEDEAO chargée de la paix et de la sécurité est un cadre d'échange entre chefs de sécurité des pays membres en vue de mieux assurer la sécurité au niveau régional. Isfounoumou Djouari Isiaka. Cette Assemblée générale des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest permettra de faire le diagnostic de la sécurité dans l'espace CEDEAO en général, au Mali et en Guinée-Bissau en particulier, à réfléchir sur les cadres juridiques favorisant la coopération policière régionale, fera l'état de la mise en œuvre des activités du bureau régional Interpol pour l'Afrique de l'Ouest et celui de la mise en œuvre des recommandations de la 12e réunion du CEPAO tenue à Abidjan en 2012. Le comité des chefs de police de l'Afrique de l'Ouest, institution spécialisée de la CEDEAO, qui est un cadre d'analyse et d'échange, doit pouvoir jouer un rôle déterminant dans le processus d'évaluation des menaces sécuritaires et des propositions de solutions aux défis sécuritaires qui se posent dans notre espace communautaire. Il doit être un centre de prospective et d'expertise qui doit non seulement anticiper sur les nouvelles formes de criminalité, mais aussi dégager les voies et moyens pour endiguer les formes de criminalité transfrontalière qui constituent aujourd'hui un boulet qui traîne nos États dans leurs efforts de développement. Le président du comité de chefs de police de l'Afrique de l'Ouest a réaffirmé sa volonté à œuvrer pour la mise en œuvre d'un cadre d'écoute, de préoccupation des pays membres et d'une bonne collaboration en matière de sécurité régionale. Auparavant, le directeur général de la police du Niger disait que la sécurité est un sujet de préoccupation internationale. La présidente de la commission de la CEDEAO chargée de la paix et de la sécurité et la représentante Afrique de l'Ouest d'Interpol s'engagent à soutenir toutes les actions du comité de chefs de police de l'Afrique de l'Ouest. Nous en venons à présent à la partie magazine de cette édition. Elle est consacrée à la réaction du président de la section MNSD Nassara de Zinder suite à la déclaration rendue publique dimanche dernier par le bureau politique national du parti. Bonne réception et bonsoir. Je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de donner mon opinion sur la déclaration faite dimanche dernier par le bureau politique du MNSD Nassara. Mon but
n'est pas de verser dans la polémique inutile, ni dans des injures ou de la diffamation. Je vais juste vous donner mon appréciation, l'appréciation que j'ai quand j'ai suivi, puisque je n'ai pas participé physiquement à la déclaration, mais j'ai suivi le contenu qui a été diffusé à travers les ondes. Et ce que j'ai retenu, c'est que cette déclaration m'a beaucoup affligé et déçu. Affligé et déçu parce que tout militant du MNCD, en tout cas MNCD fondamental, MNCD du départ, ne se reconnaîtrait pas dans cette déclaration. Je crois que le MNCD est un parti qui a toujours volé haut, et très haut, et qui a cherché toujours à rassembler ses militantes et ses militants. De ce fait, jamais le MNCD n'a rassemblé autant de médias, rien que pour s'en prendre à ses militantes et à ses militantes. Je crois qu'un parti, n'importe lequel, et à fortiori le MNCD, qui est un des plus grands du Niger, se doit plutôt, s'il y a des problèmes qui se posent, chercher à recoller les morceaux cassés, non pas à distendre tout le jour les relations. Je crois que l'objectif poursuivi est affligeant dans la méthode, parce qu'un parti comme le MNCD, dire qu'il a pris une décision souverainement et qu'il peut la remettre à tout instant en cause, cela relève de l'inconséquence et de l'irresponsabilité. Un parti qui prend sa décision, ça veut dire qu'il l'a mûri. Il l'a mûri, d'autant plus que la décision a été prise le 25 juillet 2013 à l'unanimité des membres du bureau politique. Une seule voix était discordante, mais elle s'y était rangée. Donc j'ai dit à l'unanimité. Dès lors, et devant tous les grands témoins du parti, notamment le président d'honneur du parti, l'ancien premier ministre Mahaman Oumarou, et la salle était pleine à craquer. Jamais, même pendant les périodes de congrès, nous n'avons enregistré autant de participants. On ne peut dès lors, le 12 août, sans raison aucune, venir remettre en cause une telle décision et par la suite, à travers des déclarations, essayer de justifier